À la une de ce journal, le géant mondial de l'assurance Allianz et le leader panafricain de l'assurance Sanlam fusionnent et forment Sanlam Alliance Côte d'Ivoire. Toujours dans l'assurance, l'athlète Cheikh Cissé, champion du taekwondo, et CIMEF Assurance signent une convention pour promouvoir l'image de la société. Égalité du genre, la Côte d'Ivoire s'apprête à lancer une étude sur la masculinité positive. Et enfin, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est en atelier de validation du rapport d'évaluation 2022-2023. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Business 24 Africa. Un vent nouveau souffle sur le secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire. Le géant mondial de l'assurance Allianz et le leader panafricain de l'assurance Sanlam fusionnent et forment Sanlam Alliance Côte d'Ivoire. La présentation de ce nouveau groupe s'est faite ce jeudi 12 septembre 2024 à l'Hôtel Ivoire lors d'une conférence de presse. Cette fusion contribuera à améliorer l'accès aux produits d'assurance pour une population plus large en permettant l'accès à des solutions d'assurance innovantes et de qualité. Pierre Tebeu et Richard Akeke. C'est un mariage de raison et d'intérêt auquel nous avons assisté ce 12 septembre 2024 à Abidjan. Deux géants du secteur de l'assurance qui fusionnent pour former un groupe puissant, Sanlam Alliance Côte d'Ivoire. Sanlam et Allianz qui se donnent la main pour affronter les ambiguïtés et les difficultés du secteur. Plus qu'une simple opération capitalistique, c'est une fusion de compétences, d'idées et de ressources permettant de réaliser ensemble ce qui aurait été difficile, voire impossible, en travaillant seul. Ce jeudi, le directeur général Sanlam Alliance Côte d'Ivoire Assurance a présenté les raisons ayant donné lieu à ce mariage. Mais regardez le taux de pénétration de l'assurance en Afrique. Quand vous enlevez l'Afrique du Sud, vous avez un taux de pénétration de l'assurance en Afrique qui est moins de 1%. Est-ce que les acteurs d'assurance vont continuer à regarder cela comme ça et ne pas être en mesure d'impacter significativement ce taux-là pour que, évidemment, le secteur des assurances soit un secteur qui pénètre la vie des populations africaines? Là, c'est le point. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, c'est de dire, Sanlam, qui était le premier acteur panafricain d'assurance, jusque-là, et Allianz, premier acteur mondial, décide de dire, nous avons cette responsabilité-là, de faire en sorte que la pénétration des assurances, la pénétration du secteur des assurances dans les économies africaines puisse réellement devenir très significative. La fusion entre Sanlam et Allianz a donné naissance à un groupe d'assurance plus solide et plus diversifié, occupant des positions de leader dans la quasi-totalité des pays africains où il est présent. Avec bien sûr l'effet et l'impact immédiat que nous avons suivant cette intégration donc, de nos entités, c'est de pouvoir donc, renforcer notre positionnement sur le marché. Bien évidemment, cela n'est pas le seul effet qui est également recherché. Nous faisons cela pour avoir également donc, la possibilité donc, de pouvoir mieux servir donc, les clients. Je voudrais rappeler quand même que le client est au centre de nos préoccupations et de ce que nous faisons au quotidien. La fusion des entités opérationnelles de Sanlam et Allianz en Côte d'Ivoire pour former Sanlam Alliance Côte d'Ivoire, officiellement célébrée ce 12 septembre, fait suite à l'annonce en septembre 2023 du closing de la joint venture Sanlam Alliance à l'échelle africaine couvrant 27 pays. Sanlam Alliance en Côte d'Ivoire contribuera à améliorer la protection sociale et économique de nombreux Ivoiriens et tirer vers plus de professionnalisme le secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire. Toujours dans le secteur de l'assurance, dans le cadre d'une campagne marketing, CIMEF Assurance, société de courtage et gestionnaire santé, a signé une convention avec l'athlète ivoirien Cheikh Cissé, champion du monde de taekwondo. L'objectif est de rehausser la marque CIMEF Assurance à travers ses produits d'assurance innovants. Cheikh Cissé, athlète ivoirien, champion du monde de taekwondo, médaillé d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Paris. C'est lui le nouveau visage de CIMEF Assurance, filiale du groupe CIMEF, Centre international de management et d'expertise financière.
Il a été fait ambassadeur de CIMEF Assurance, société de courtage et gestionnaire santé. À travers la notoriété de Cheikh Cissé, la société entend renforcer sa marque et se positionner comme leader dans le domaine de l'assurance en Côte d'Ivoire et étendre ses services. Heureux d'accueillir cette campagne marketing, l'international Cheikh Cissé s'engage à mener à bien sa mission auprès de CIMEF Assurance. Ouais, je suis très fier d'associer mon image à CIMEF parce que voilà, c'est la meilleure assurance. Et en tant qu'Ivoirien, en tant qu'aussi sportif, c'est très important d'être assuré. Il faut dire que cela fait partie déjà de notre vision, puisque nous avons une grande vision avec le président du groupe. Voilà, nous souhaitons être leader de la gestion maladie sur le territoire national et aussi international. Donc pour ce faire, nous avons besoin de figures emblématiques, leaders aussi dans le domaine, pour pouvoir nous accompagner dans afin d'atteindre notre objectif. Ouais. Notre particularité, c'est que nous avons une plateforme très intelligente. Nous avons une application mobile qui permet aux parents des assurés de suivre la consommation de leur famille. CIMEF Assurance est une filiale du groupe CIMEF, Centre international de management et d'expertise financière, spécialisé dans les produits d'assurance tels que la santé, le voyage, l'automobile, entre autres. La campagne marketing CIMEF Assurance avec Cheikh Cissé va s'étendre sur une période de 6 mois et plus. Parlons d'égalité du genre. Bientôt, en Côte d'Ivoire sera lancée une étude sur la masculinité positive. Cette masculinité qui permet à la femme de s'exprimer, de s'épanouir ou encore de s'autodéfinir. Une initiative pilotée conjointement par l'OCDE, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. L'objectif étant de donner au pays des données fiables pouvant aboutir à des outils de gestion sur la question du genre. Le projet d'étude, en attendant son lancement, a fait l'objet d'une conférence tenue justement au siège de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. Issa Badini et Christian Guéhi. Les projets d'études sur la masculinité positive en Côte d'Ivoire, c'est à ces hommes et femmes qu'on les doit. Des experts et expertes, tous membres du groupe technique consultatif, qui se réunissent pour la toute première fois. Objectif, présenter les grandes lignes du projet d'étude et exposer une première version du cadre conceptuel. Encore faut-il comprendre ce que c'est que la masculinité positive. La masculinité positive, c'est de dire qu'est-ce que c'est que d'être un homme qui respecte l'égalité, qui se respecte et qui respecte les autres et les femmes. Donc ce qu'on cherche à montrer, c'est que c'est tout à fait acceptable et encouragé de cultiver sa masculinité, mais dans un jeu à somme positive, c'est-à-dire en appui aussi à l'égalité, en ne perpétuant pas de violence, en n'ayant pas des comportements qui soient toxiques pour la société. Il ne faut pas dire les masculinités positives et puis il n'y a pas de contenu. Il faut avoir des contenus. Et c'est ce qu'on est venu faire. En tout cas, il y avait des experts de qualité. Et moi, en tant que présidente du groupe technique consultatif, je suis très heureuse. Sur le terrain, aujourd'hui, on nous a présenté le projet. On va l'amender avec ce que nous sentons comme élément essentiel pour la Côte d'Ivoire. Avant même que l'étude n'ait commencé, au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, l'on est impatient de voir les résultats. Nous avons vu les résultats des dernières élections en Côte d'Ivoire ici, où nous avons pratiquement 30% de représentativité des femmes dans les assemblées élues. Et ce sont ces résultats-là qui nous ont valu cette position que l'OCDE vient de nous présenter. Et nous sommes heureux également, en tant qu'acteur gouvernemental de mise en œuvre des politiques à l'égard des femmes, d'accompagner et de coordonner ce projet-là. L'étude est prévue entre décembre 2024 et mars 2025. L'indice institution sociale et égalité des genres, SIGI 2023, place la Côte d'Ivoire en tête en Afrique et deuxième dans le monde derrière les États-Unis d'Amérique
en matière de faible taux sur les discriminations envers les femmes et les filles, dans les domaines tels que la discrimination sociale, l'atteinte à l'intégrité physique, l'accès aux ressources et aux libertés civiles. Les projets d'études sur la masculinité positive est, faut-il les rappeler, initié avec le concours de l'Agence française de développement et l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Restons toujours dans le tempo de la masculinité positive. La délégation des responsables de l'OCDE est arrivée mercredi à l'aéroport de Port-Bouët à Abidjan. Et c'est la ministre Euphrasie Yao, coordonnatrice du COCO-FCI, qui les a accueillis. À leur descente de l'avion, nous avons recueilli quelques propos des membres de la délégation. Je vous propose d'écouter. We are here from the OECD Development Center. Very happy to be here and thank you, Madame Yao, for all of your good cooperation. We are here for... Elle est très heureuse d'être en Côte d'Ivoire parce que c'est l'opportunité de pouvoir célébrer les avancements qu'il y a eu en termes d'égalité du genre et c'est l'occasion parfaite pour célébrer donc les chiffres qui sont réels et tout le progrès qu'il y a eu donc pendant toute cette lancée. Et c'est la raison de leur arrivée en Côte d'Ivoire pour pouvoir tout simplement célébrer donc, la victoire et les avancées des chiffres qu'on a en termes d'égalité du genre. Et nous sommes donc là pour célébrer l'extraordinaire avancée de la Côte d'Ivoire, qui est donc le premier pays d'Afrique dans le classement qui est sorti en 2023. Je pense que c'est une raison de fierté nationale importante parce que les progrès sont réels, notamment au niveau des réformes légales qui ont été effectuées. Et nous allons lancer aussi un autre projet très ambitieux. La Côte d'Ivoire est le premier pays avec le Sénégal à collecter des données et faire ce projet sur les masculinités positives. C'est un agenda de l'Union africaine également. Donc voilà, c'est un grand honneur pour nous d'être aux côtés de Madame la ministre, Madame Yao, qui a œuvré avec tant d'assiduité, de courage et de ténacité. Nous avons travaillé en tant que groupe technique consultatif avec tous les membres de la société civile, du gouvernement, des partenaires au développement pour pouvoir montrer les avancées de la Côte d'Ivoire, bien sûr les défis aussi. Et à notre grande surprise, vraiment avec les indicateurs et le score, on a été premier pays d'Afrique. Et comme je dis, si on célèbre le football, on va célébrer aussi les indices de développement humain. Parce que l'humanité d'abord. Et donc c'est une grande fierté. Vous connaissez l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour les questions de genre. Vous connaissez la volonté du Premier ministre, son Excellence, Monsieur Robert Begré-Mambé. Et donc aujourd'hui, avoir cette victoire, on ne peut pas laisser passer. On a eu un score très honorable. Et nous sommes très heureuses. Nous, les actrices du terrain et acteurs, nous sommes heureux parce que, enfin, tout le travail est reconnu et par des personnes très importantes comme l'OCDE, qui est une structure de référence en matière d'évaluation et de développement. Et nous poursuivons notre édition sur la question de la corruption. Il s'est tenu un atelier de 3 jours à Grand-Bassam, initié par la HABG, Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Cet atelier vise à valider l'avant-projet du rapport d'évaluation 2022-2023 des activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption. La HABG, Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, 3 jours durant est à Grand-Bassam avec une 50aine de participants venus de plusieurs ministères, institutions et du secteur privé. Au menu de cette sortie de la HABG, qui rencontre les parties prenantes de la bonne gouvernance, la validation de l'avant-projet, de rapport d'évaluation 2022-2023, des activités de prévention et de lutte contre la corruption et infractions assimilées. En clair, il s'agit d'examiner l'avant-projet de rapport proposé par le comité de rédaction de la HABG, analyser la pertinence de l'avant-projet, porter les observations de fond et de forme à l'avant-projet de rapport, porter des informations complémentaires et valider l'avant-projet qui sera soumis à l'adoption du Conseil de la HABG. L'avant-projet de rapport qui nous est soumis par ce comité technique a été élaboré essentiellement
sur la base de l'analyse des données collectées et de l'exploitation des rapports d'activité 2022-2023 de la Haute Autorité de la bonne gouvernance et des structures impliquées dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées en Côte d'Ivoire. L'élaboration et la transmission des rapports d'évaluation des activités liées à la prévention et la lutte contre la corruption au président de la République symbolise pour Epiphane Zorobibalo, président de la HABG, une mesure prescrite par une ordonnance du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. C'est donc une obligation légale pour cette institution d'évaluer chaque année à travers ce rapport les efforts consentis par l'ensemble des acteurs de l'écosystème anticorruption afin de rendre compte au chef de l'État et lui formuler des recommandations. Cette démarche se situe dans le cadre de l'application des principes de responsabilité, de redevabilité, qui sont des principes fondamentaux de la bonne gouvernance. Il s'agit également, à travers ce rapport pour la Côte d'Ivoire, d'assumer ses responsabilités internationales, responsabilités liées à la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. L'avant-rapport, faut-il le préciser, est structuré autour de 4 principaux points, dont les performances de la Côte d'Ivoire dans les notations des agences internationales de bonne gouvernance et la présentation et l'analyse du cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la corruption. Promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes en facilitant l'accès aux opportunités d'investissement est l'objectif majeur de la première édition du Salon de l'investissement. Ce rendez-vous prévu les 26 et 27 septembre prochains mettra en lumière des projets portés par des femmes et des jeunes avec pour ambition de les connecter à des investisseurs internationaux ainsi qu'à des institutions publiques et privées. La cérémonie officielle de lancement de cet événement s'est tenue ce jeudi 12 septembre en présence de Amiko Robaret et Setekissi. En Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives publiques et privées visent à promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes. Parmi elles, le projet AFAWA de la Banque africaine de développement, les projets de l'Agence Emploi Jeunes et les dispositifs du CPC offrent des financements pour soutenir cette démarche. Le salon de l'investissement dédié aux femmes et aux jeunes, prévu les 26 et 27 septembre, se présente comme une plateforme pour mieux faire connaître ces mécanismes, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'auprès de la diaspora afin de faciliter l'accès au financement. Aujourd'hui, les femmes, elles ont des capacités qui se doivent d'être explorées et d'être soutenues. Il en est de même pour la jeunesse ivoirienne. Il y a de nombreux projets, il y a de nombreux modèles de projets qui ne demandent que des investisseurs ou des institutions qui leur feront confiance afin de les accompagner dans leurs projets. On espère que le salon-là aura une grande portée et ça va permettre à tout le monde de se retourner vers l'autonomisation des femmes et de la jeunesse. Cette première édition se déroulera en format hybride, à la fois en présentiel et en ligne. Au programme, conférences thématiques, panels, rencontres B2B et formations sur la structuration de projets meubleront ces journées. Les organisateurs encouragent vivement les femmes et les jeunes à s'inscrire pour ne pas manquer cette opportunité. Ces personnes-là qui ont des projets dans les tiroirs, je vous invite à participer au salon de l'investissement parce que ce salon-là vous donnera des rouages. Déjà, les secteurs porteurs d'activité, des secteurs porteurs d'activité en Côte d'Ivoire seront mis en exergue. Les différentes possibilités de financement également seront mises en exergue. Mais également et surtout, nous parlerons de structuration. La structuration, c'est vraiment l'élément important et essentiel pour toute personne qui a un besoin de financement. L'événement bénéficie du soutien d'institutions comme la Banque africaine de développement, du CPC et de la Direction de la promotion de l'investissement et du développement. Rendez-vous les 26 et 27 septembre à l'espace événementiel JCAD où 3000 participants sont attendus sur les 2 jours. L'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, l'URPCI, a organisé à la Maison de la Presse au Plateau la cérémonie de lancement de la 2e édition des Oscars de la radio, placée sous le thème « Le maintien et le renforcement de la cohésion sociale ». Cet événement a pour objectif de reconnaître et récompenser les radios locales qui, à travers leurs programmes, œuvrent pour la paix et l'unité nationale. Le reportage de Diane Kablankin et Tima Traoré. L'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, URPCI,
a lancé à la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau la deuxième édition des Oscars de la radio. Cet événement placé sous le thème « Le maintien et le renforcement de la cohésion sociale » a pour objectif de mettre en avant le rôle que jouent les radios locales dans la promotion de la paix et de la solidarité au sein des communautés ivoiriennes. C'est un concours qui est lancé afin de reconnaître le mérite des hommes et des femmes qui travaillent dans nos radios de proximité. Comme vous le savez, ils ne peuvent pas tous participer à Ebony parce qu'Ebony est réservé uniquement aux journalistes professionnels. Alors que nous avons du talent dans nos radios, qu'est-ce qu'il fallait faire pour reconnaître donc ce talent-là? C'est d'organiser ce concours-là que nous avons initié depuis l'année dernière grâce donc au conseil exécutif et avec le soutien du conseil d'administration. Nous sommes à la deuxième édition. En partenariat avec l'Agence de soutien et de développement des médias, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle et d'autres institutions régulatrices comme l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, les Oscars de la radio se veulent une plateforme pour reconnaître et encourager les efforts des radios de proximité dans la construction d'une société inclusive. Pour ce qui concerne le prix René Bourgoin qui récompense les radios, il faut être membre de l'URPCI. Ça, c'est la première condition, être membre de l'URPCI. Participer en déposant un dossier de participation, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Cette année, il est demandé aux radios eux-mêmes de venir participer, venir postuler. Pour ce qui est des producteurs et la meilleure production par rapport au thème qui est imposé, le maintien et le renforcement de la cohésion sociale, il est demandé aux producteurs et aux productrices de produire un magazine d'une durée de 10 minutes. Pour le prix sectoriel qui concerne l'ANARECI, c'est de produire un reportage de 3 à 5 minutes. La date limite de dépôt, c'est le 20 octobre 2024. À travers leurs émissions, ces radios participent activement à la sensibilisation et au dialogue autour des enjeux sociaux, jouant ainsi un rôle déterminant dans le renforcement du tissu social ivoirien. La section du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM à Koumassi, a témoigné sa gratitude à Yamoussa Koulibaly, patron de la société immobilière dénommée Challenge Immobilier International Chim Inter. Ce geste du COSIM traduit une reconnaissance pour les actions de l'homme en faveur de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. La reconnaissance est une vertu. C'est ce que les responsables de la communauté musulmane de la commune de Koumassi ont voulu montrer en se rendant dans les bureaux de Yamoussa Koulibaly, acteur de immobilier ivoirien. Il voulait remercier ce dernier pour le soutien déterminant pour l'organisation de la cérémonie d'accueil des pèlerins de l'édition 2024 du Hajj et pour son aide à l'acquisition de biens immobiliers par les membres du COSIM. Dans son intervention, l'imam Kone Ousmane, le représentant du El Hadj Lamine Berté, le secrétaire exécutif du COSIM à Koumassi, a salué les actions sociales du vice-président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Nous avons sollicité pour notre manifestation religieuse. Ça aurait été quelqu'un de nous j'allais réfléchir, mais vous n'avez pas réfléchi, vous avez dit il accepte et vous nous avez donné rendez-vous. Et Allah, par sa grâce, a fait que ça s'est bien passé. Et votre représentation était sur le terrain, vraiment, ça nous a honoré. L'instant a été marqué par une remise de présents à Yamoussa Koulibaly qui s'est réjoui de ce déplacement des guides religieux dans les locaux de son entreprise. Au terme de cette rencontre, les guides religieux ont formulé des prières à l'endroit du PDG de Chim Inter. Il faut dire que Yamoussa Koulibaly et son entreprise Chim Inter mènent de nombreuses actions sociales, accompagnement des ONG et propose son soutien aux couches défavorisées de la société ainsi que des appuis de tout ordre aux communautés. Rendons-nous à Bandoukou pour parler d'éducation. L'ONG La Maison de l'Amour apporte son soutien aux enfants et aux familles en situation de vulnérabilité à l'occasion de cette rentrée scolaire. L'objectif de ces dons de kits scolaires est de permettre aux enfants et leurs familles de passer cette année sans le stress. Le point avec Anissé Kouadio, notre correspondant régional.
Ce sourire radieux qui illumine les différents visages de ces enfants et de leurs parents se justifie. L'ONG La Maison de l'Amour, dirigée par le couple Kobenan, a décidé ce jour à la salle des fêtes de la mairie de les accompagner à faire face aux difficultés et aux charges liées à la rentrée scolaire en offrant à plus de 300 enfants du primaire, du secondaire et du cycle universitaire des kits scolaires et un accompagnement financier. Nous sommes heureux d'être présents ici pour soutenir les familles vraiment en détresse car les rentrées ne sont pas faciles. On veut dire d'encadrer bien les enfants afin qu'ils puissent avoir de bons résultats scolaires car c'est pour ça que nous sommes là. L'ONG La Maison de l'Amour, dirigée par le couple Kobenan, veut faciliter la tâche à plusieurs familles vivant dans des conditions de précarité et à revenus modestes d'accompagner dignement pour cette nouvelle rentrée sans pression, sans stress, chose qui ravit ses enfants et leurs familles respectives. Aujourd'hui, nous remercions l'ONG pour ce magnifique cadeau car il nous a offert des kits et des sacs pour cette rentrée scolaire. Nous leur promettons de bien travailler à l'école pour sortir les meilleurs de notre classe. On veut dire merci à l'ONG La Maison de l'Amour. Ces kits scolaires vont nous aider et on va bien travailler à l'école. Nous sommes très heureux de recevoir ces kits. Et nous voulons dire merci à l'ONG La Maison de l'Amour. Ça nous facilite à payer le reste des kits des enfants. C'est une initiative heureuse qui vient compléter l'action du gouvernement. Nous sommes venus encourager cette ONG. Je félicite l'ONG et j'encourage les autres à suivre le bon exemple que donne cette ONG. C'est au total plus de 3 millions de francs CFA qui ont été investis sur fonds propres par le couple Kobenan et de l'ONG La Maison de l'Amour et qui prend en compte 300 enfants de la sous-préfecture de Bandoko. En image à présent, un projet en Afrique du Sud héberge des ressources minérales de 35 millions de tonnes, titrant 0,44% d'oxyde de terre rare. Cette nouvelle estimation a une valeur de 3,7 milliards de dollars selon un communiqué publié par la compagnie minière qui pilote le projet. Cette estimation de la valeur du gisement tient compte des terres rares les plus demandées sur le marché, notamment le néodyme, le praséodyme. Ces terres rares sont notamment utilisées dans les aimants de turbines éoliennes et dans les véhicules électriques, deux secteurs en plein essor dans le cadre de la transition énergétique. En Tunisie, la culture du blé devrait être réalisée sur une superficie de 1,17 million d'hectares au cours de la campagne agricole 2024-2025. C'est ce qu'indique la Direction générale de la production agricole du ministère de l'Agriculture. Cette prévision signerait une augmentation de 200 000 hectares par rapport à la superficie qui était consacrée au cours de la campagne précédente, soit 972 000 hectares. Ceci marque la fin de ce journal sur Business 24 Africa. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent.